Précédemment, au pays du loup, nous avons constaté que la famille de nos voisins castors compte cet automne un nombre record de 12 membres. Par le plus grand des hasards, les Manitou sont 12, eux aussi. Retrouver Patte Blanche, Hiawatha, ainsi que 3 des loups nés en 2010 nous a comblés de bonheur. D'autant plus que Robin sert souvent de guide à la nouvelle portée. L'observation des loups, des orignaux et des castors nous tient très occupés. Et c'est avec beaucoup d'intérêt que nous suivons les aventures de Tico, le vison établi près de notre camp. Tico, le vison d'Amérique, qui est notre mascotte cette année, a 2 bonnes raisons de chasser dans les parages du camp de base. L'abondance et la variété des proies. Oiseaux, petits rongeurs. Jamais ils n'ont été aussi nombreux à se reproduire sur la presqu'île où se trouve notre pied-à-terre au pays du loup. Cette gélinotupée mâle parade pour impressionner un groupe de poulettes. Se souviendront-elles de ce Casanova le printemps prochain, à la saison des amours? Évidemment, la capture d'une gélinote adulte tiendrait de l'exploit pour un vison. La souris sauteuse des bois. Une proie à la portée du petit mustélidé. Grâce à son odorat très développé, il suit ses traces. Cependant, rien ne garantit le succès de la traque. Le furetage de Tico montre un aperçu de ses talents de chasseur. Mieux vaut ne pas se frotter à ce personnage. Ce jeune porc-épic a lui aussi élu domicile dans les environs. Le vison d'Amérique a des mœurs semi-aquatiques, ce qui explique pourquoi Tico s'aventurait rarement loin du lac. On le voyait régulièrement chasser des poissons, des écrevisses et des grenouilles dans la baie des Rondouillets. Vu sa taille, le vison est la proie de prédateurs plus gros que lui, comme le grand-duc d'Amérique, le renard roux et même le lynx du Canada. Cet automne-là, un de ces magnifiques félins fréquentait le secteur du camp de base.
Et je connaissais le trajet qu'il empruntait souvent l'avant-midi. Le lynx aurait pu s'en prendre à l'un des jeunes castors nés au printemps, mais il n'allait pas sur la berge sans être accompagné d'un aîné. En fait, Tycho m'apparaissait beaucoup plus exposé à une attaque de ce lynx que pouvaient l'être les petits castors. Le calme du petit matin est propice aux travaux saisonniers de la famille Rondouillet, qui accumule des provisions dans un amas et calfeutre la hutte avant l'arrivée des grands froids. Les branches comestibles sont disposées de sorte à être facilement accessibles aux castors quand la baie sera recouverte d'une glace épaisse. Pour ce faire, les castors hissent sur l'amas des troncs lourds et gorgés d'eau, dont le poids enfonce la nourriture sous l'eau, à l'abri du gel. Le patriarche a même déniché une planche au fond du lac, vestige d'une occupation humaine datant d'une époque révolue où des moulins à bois étaient érigés ici et là, au pays du loup. Aujourd'hui, l'abondance de castors nous fait presque oublier qu'ils ont bien failli disparaître du Canada il y a un siècle à cause du commerce de leur fourrure. Non loin de la baie se trouve une clairière où la grande faune circule régulièrement. L'endroit idéal où faire des rencontres intéressantes. Sans surprise, le lynx s'est mis à couvert. De retour devant moi, le félin évite de fixer mon regard. Cette attitude découle d'un sentiment de respect, de détente et de confiance. Quelle chance! Le lynx semble entendre quelque chose. Tycho. Le félin a raté une belle occasion d'attraper le vison. Probablement parce que ma présence le distrayait. Il m'a cependant permis de l'observer de très près. Selon moi, cultiver la zénitude contribue à rendre possible la cohabitation entre un être humain et un être animal que l'on dit sauvage. Un vivre ensemble durable implique aussi un état d'esprit basé sur une connaissance instinctive de l'autre. Les réactions, souvent inappropriées des civilisés, en présence de la faune, prouvent qu'ils ont oublié ce que savent naturellement l'orignal, le loup, le castor et la plupart des espèces.
les vocalises des orignaux amoureux captent mon attention autant que celle de Robin. La saison du rut est avancée. Toutefois, certains jolis cœurs rêvent encore de conquête. Souhaitant plaire à la belle, ce jeune mâle écorce un sapin baumier pour en libérer les fragrances. La rumeur des fiançailles du jeune couple se répand dans la vallée, attisant la convoitise d'un beau sire. Il annonce sa venue, convaincu de pouvoir gagner les faveurs de la femelle. Autant d'empressement pique la curiosité de Robin, qui commence à le suivre discrètement. Le loup n'est pas seul. Il enseigne à ses jeunes sœurs, Grisette et Anouk, qu'elles doivent pister le roi de nos forêts en se méfiant de son panache, qui peut infliger des blessures mortelles. L'épilogue de cette histoire s'ajoutera aux nombreux secrets du pays du loup. La fin de journée s'annonce prometteuse. Reynald, Monique et moi avons à peine le temps de nous installer que les castors se pointent. Tandis que le patriarche déguste des feuilles d'aune sur la mât, certains s'empressent de faire honneur aux provisions que nous leur avons apportées. On bavarde, on s'écoute, on apprécie la compagnie de l'autre. Des rochers, une pente raide, rien ne décourage un brave rondouillet. D'autant plus que je lui tends la branche, pour qu'il ne soit pas obligé de monter sur le talus. En évitant les mouvements brusques, je crée un climat convivial, propice au rapprochement.
Des moments comme ceux-là, ça n'a pas de prix. En entendant hurler les loups, on craignait d'avoir manqué quelque chose d'important dans la vallée des Orignaux. Mes parents et moi ne pouvions pas être à deux places en même temps, avec les castors et avec les loups. Nous avions songé à l'installation de caméras de surveillance. Mais pourquoi nous contenter de suivre la faune à travers cette technologie quand tous les possibles du monde sauvage s'ouvraient devant nous? La magie opérait dans la grâce de nos contacts, dans chaque minute et chaque heure que nous vivions avec nos voisins. Le lendemain soir, nous sommes allés à la rencontre des loups. Nous avons réalisé une fois de plus l'immense privilège que nous accordaient les Manitou. Qui a la chance d'admirer une famille de loups en liberté dans la nature pendant des heures? Très peu de gens, et nous faisions partie de ces rares personnes. Ce soir, en l'absence de Patte Blanche et de Hiawatha, le Grand Roux est le meneur de la meute. Tous semblent attendre le retour de leurs parents. L'excitation échauffe les esprits et provoque un conflit entre Anouk et Grisette. Même si le soir est tombé, nous parvenons à capter le spectacle. À l'arrière-plan, on reconnaît le Grand Roux et Mindy couchés, ainsi que Robin qui s'approche. Les louveteaux se trouvent à l'avant-plan. Le Grand Roux vient de se lever. Les plus jeunes s'agitent. Soudain, Patte Blanche arrive, à droite de notre poste de guet. Pendant ce temps, à notre gauche, nous remarquons la dominance du Grand Roux sur Robin. Notre véhicule étant stationné de travers dans le chemin, nous nous retrouvons entre Patte Blanche et ses descendants. Patte Blanche contourne notre véhicule.
Les loups ont vu leur mère. Les retrouvailles se déroulent à une dizaine de mètres de nous. Ça fait si longtemps que nous rêvons d'observer Patte Blanche avec ses fils et ses filles. Il est intéressant de noter que Robin et le Grand Roux lui sont encore soumis, bien qu'il la dépasse en taille et en force. Nous sommes restés avec les Manitou jusqu'à la noirceur. Ils étaient tous couchés quand j'ai mis le véhicule en marche arrière, et aucun n'a cru bon de se lever, à preuve que notre protocole d'observation leur convenait parfaitement. Après une telle soirée, on commençait à se demander « Et maintenant, que pourrions-nous voir de mieux? » Mieux, peut-être pas. Différent, ça, oui. Nous avions le reste d'octobre et tout le mois de novembre devant nous. Dans le prochain épisode, la féerie du givre rendra l'observation de la faune plus magique que jamais. Nous vivrons chaque moment en compagnie des loups, comme s'il était le dernier. Une histoire à suivre au pays du loup. 마행근 기구나 스카크메 꿰베마세 가니시나베 하야웨 하야웨